Voici, toujours dans la troisième partie sur la modernisation du Québec et la Révolution tranquille, nous sommes ici sur la présentation du début des années 60 que l'on nomme la Révolution tranquille. Alors, en effet, Maurice Duplessis est mort en 1959 lors d'une visite à Shefferville et l'homme qui a dirigé le Québec depuis 1944 et qui dirigeait aussi par le parti l'Union nationale est désormais mort. Celui qu'il remplace est un autre membre de l'Union nationale, mais malheureusement, il ne vit que 4 mois, puisqu'il va mourir lui aussi après 4 mois comme Premier ministre. Donc, il passe quand même 66 lois, mais les changements sont nécessaires et la société a envie de changement. Dans les élections de 1960, voici ce qui change. En effet, en 1960, le Parti libéral du Québec, notamment avec en chef de file Jean Lesage, présente avec son équipe du tonnerre, donc vous avez sur le côté gauche René Lévesque et sur le côté droit Gérin Lajoie. Donc, ces trois personnes sont la tête de liste du Parti libéral contre l'Union nationale et c'est eux qui vont gagner l'élection. En 1961, une autre députée va rentrer en lice. Il s'agit de Claire Kirkland Casgrain, qui sera la première femme députée au Québec et qui va être aussi la première ministre femme du Québec l'année suivante. Donc, c'est cette équipe qui gagne l'élection. Le slogan en 1960 de toute cette équipe de Jean Lesage, du Parti libéral du Québec, et le suivant, c'est le temps que ça change. Ce slogan montre qu'il y a une idée de modernité et aussi de jeunesse dans le langage qui est résolument parlé. Le terme aussi de révolution tranquille est intéressant parce que révolution, parce qu'il va y avoir des grands changements dans tous les domaines, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, mais tranquille parce que finalement il n'y a pas de conflit et il n'y a pas vraiment d'opposition à ces changements. Tout le monde veut ces changements. Il y a une espèce de consensus dans la société. Les acteurs pour cette période, il faut vous souvenir qu'il va y avoir les premiers ministres du Québec pendant ces années 60. Donc là, on est surtout avec Jean Lesage, de 1960 à 1966. Mais même s'il fait partie du Parti libéral, aux élections de 66, c'est l'Union nationale avec Daniel Johnson puis Jean-Jacques Bertrand qui va remporter cette élection. Je vous le dis tout de suite parce que néanmoins, il faut que vous vous souveniez que la Révolution tranquille va continuer pendant toutes les années 60, même si c'est le Parti libéral du Québec qui l'initie puis qui va faire les plus grands changements. Ceux-ci vont continuer aussi dans les années 60. C'est quoi le grand changement majeur? C'est essentiellement la notion d'État-providence. C'est une des notions centrales des années 60 et aussi de votre troisième partie du programme. Alors, l'État-providence, c'est quoi? C'est quand l'État fournit des services indispensables à sa population, en santé, en éducation, en protection contre les accidents de la vie. On avait vu que le fédéral avait déjà commencé un peu tout cela, mais là, c'est au niveau du provincial qu'on veut implanter cette idée d'État-providence, d'un État qui est plus progressiste, qui est laïque, c'est-à-dire sans intervention de l'Église. Donc il y a un changement du rôle de l'État au Québec. On va passer du conservatisme et du cléricalisme qui était la marque de la période de Duplessis au progressisme et au modernisme qui est la marque de la Révolution tranquille. C'est donc l'année 1960 qui est une année pivot. Retenez cela parce que vous savez que dans votre examen du ministère, il y a souvent des questions avant et après. C'est sûr qu'avant, c'est 1960, c'est les années du Plessis. Après, c'est la Révolution tranquille. Donc, c'est comme tout le temps un opposé, sauf pour l'autonomie provinciale. Ça, c'est une continuité. Mais tout le reste, ça va être des changements. Le conservatisme social va devenir le progressisme social avec l'État-providence et le changement du rôle de l'État. La tradition va devenir une idée de modernité. Le libéralisme économique qui voulait que c'est seulement l'État qui s'occupe, l'État ne s'occupe pas de l'économie, seulement les entreprises qui sont chargées du développement économique. Là, c'est l'inverse. On a l'État qui intervient énormément, ça devient le premier employeur et le premier investisseur.
Avant, c'était les entreprises américaines surtout qui investissaient au Québec. Là, on va vouloir développer des entreprises québécoises, c'est donc un nationalisme économique. Avant, c'était l'antisyndicalisme, avec notamment la grève de 1949 pour l'amiante. Désormais, c'est le syndicalisme protégé. En 1964, d'ailleurs, dans le Code du travail, le droit de la grève sera intégré. Le cléricalisme, c'était l'Église qui s'occupait de l'éducation et de la santé. Désormais, c'est la déconfessionnalisation, c'est-à-dire qu'on fait sortir l'Église de la santé et de l'éducation, il ne travaille plus, il ne s'en occupe plus. Et donc la laïcisation, c'est le remplacement par des fonctionnaires payés par l'État et formés dans les écoles de l'État. 3 axes de modernisation sociale dans cet nouveau rôle de l'État, dans cet État-providence. Tout d'abord l'éducation, la santé et les retraites. À chaque fois, on va passer de l'Église à l'État. Avant, c'était l'Église catholique qui s'en occupait, désormais c'est l'État. Donc il va y avoir la fin de l'Église, c'est la déconfessionnalisation, le clergé hors de l'école, hors de l'hôpital, et le passage à l'État, c'est la laïcisation. Si je commence par l'éducation, il y avait déjà eu des contestations pendant les années du Plessis avec les artistes et surtout les intellectuels qui critiquaient le fait que le niveau d'éducation des Québécois était extrêmement bas. Si on prend par exemple les insolences du frère Intel, c'est un de leurs chevals de bataille, dénonçant le fait que les Québécois n'ont pas accès à une éducation de qualité, que l'Église ne fait pas bien son travail. Par conséquent, en 1961, on crée le ministère de la Jeunesse avec Paul Gérin-Lajoie, qui fait partie de l'équipe du Tonnerre et qui doit porter une réflexion sur l'éducation. Il commande un rapport qui va être appelé le rapport parent. Cette commission, c'est à la fois des gens du clergé qui œuvraient dans l'enseignement, mais aussi des chercheurs et des gens intéressés par l'éducation. Et ils rendent leur rapport en 1963. Que recommandent ces spécialistes? Ils disent que pour que l'école au Québec soit meilleure, il faut que l'école soit gratuite, qu'il y ait une réforme importante qui puisse offrir la mixité dans les classes, c'est-à-dire garçons et filles dans les mêmes écoles, mêmes programmes, et laïque, c'est pas l'Église qui s'en occupe, moderne et de qualité. On crée donc le ministère de l'Éducation en 1964 et les premières écoles vont être créées en 1965. On crée le terme de polyvalente et Monseigneur Labrie, que vous voyez ici dans une photo de 1978, c'est une des premières écoles à être construite au Québec, suivant cette loi de 1964, puis la création des polyvalentes comme établissement secondaire. Le vocabulaire, on se souvient, déconfessionnalisation, on fait sortir l'Église de la santé, de l'éducation, comme on l'a vu. Donc, le clergé ne s'occupe plus de ça. Et la laïcisation, c'est remplacer l'Église par l'État dans la santé, l'éducation et le social. Donc, les fonctionnaires sont mieux payés, sont payés par l'État et sont formés dans les écoles. L'Église, désormais, s'occupe uniquement de la religion, c'est la sphère du privé. Pour les hôpitaux, ça va être la même chose. Avant, c'était l'Église, désormais, c'est l'État. Et on va même aller plus loin. Non seulement les hôpitaux vont être gérés par l'État, c'est la loi sur les hôpitaux de 1962 là, qui fait en sorte que ce sont désormais les médecins qui se chargent de gérer l'hôpital. Mais en 1961, on a été très ambitieux en plus, c'est que les soins dans les hôpitaux, pour tous les Québécois, sont désormais gratuits, donc disponibles pour tous. L'idée aussi, c'est de développer un soin pour les personnes âgées. Et on va développer un système de retraite. On avait vu qu'à partir de 1952, il y avait la pension vieillesse qui avait été créée au fédéral. Mais là, cette fois, c'est le provincial qui veut son propre régime de retraite. On va l'appeler le RRQ, le régime des rentes du Québec. Comment ça marche? Les gens qui travaillent ont un salaire. Donc, on prend une partie de ce salaire, une partie va être laissée à la personne, mais on force, l'État prend une partie du salaire pour forcer les gens à épargner pour leurs vieux jours. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? L'argent est donc pris par l'État, l'argent des rentes, et il va le placer. Pour le placer en économie et pour l'investir dans l'économie du Québec, il va créer la caisse de dépôt et de placement. Le but de ça, c'est de faire fructifier la rente. En effet, on veut que ce que j'ai pris sur le salaire, non seulement ce soit redonné quand la personne va vieillir, mais en plus qu'on ait
investit puis fait de l'argent avec ça. Quand on investit, par exemple, et que on fait 9% de bénéfices par an, ben, en 8 ans, la somme a doublé. Conséquemment, si j'ai mis 10 000 $, ben, en 8 ans, elle est doublée fois 2, mais en 40 ans, elle est doublée 32 fois. Enfin, elle est multipliée par 32, pardon. Donc, l'État investit pour soi et les actifs grimpent. Cet argent, pourquoi il grimpe? Parce qu'on va investir dans l'économie du Québec. C'est donc une idée de nationalisme économique. On ne va pas investir dans les entreprises américaines, on veut investir dans les entreprises du Québec. La RRQ fournit donc une retraite aux Québécois et avec la Caisse de dépôt et de placement, elle stimule l'économie du Québec. C'est donc de l'interventionnisme économique, ce qu'on avait vu dans les années 30 avec le keynésianisme, que le fédéral avait poursuivi dans les années 40. Mais désormais, l'interventionnisme économique, c'est aussi pour le Québec. On va donc créer des sociétés d'État. Une société d'État, c'est une entreprise publique, la plus connue étant l'Hydro-Québec. On a vu le régime des rentes du Québec, la Caisse de dépôt de placement. L'avantage pour le Québec, c'est que les Québécois ont des tarifs avantageux. L'électricité coûte moins cher au Québec que nulle part ailleurs parce qu'on a une entreprise d'État. En plus, ça crée des emplois et ça crée de la richesse pour la province. Donc, avec tout cet interventionnisme économique au niveau québécois, l'État devient le premier employeur du Québec et aussi, avec la Caisse de dépôt et de placement, l'État devient le premier investisseur du Québec. En 1962, le projet le plus ambitieux de la Révolution tranquille et du gouvernement Jean Lesage, ça nécessite le déclenchement de nouvelles élections, tellement le projet est ambitieux. En effet, des élections anticipées, c'est que normalement les élections auraient dû se tenir en 1964. Mais on les fait d'avance parce qu'on veut consulter le peuple pour être sûr qu'il soit d'accord sur une mesure. C'est quoi cette mesure? C'est la nationalisation de l'électricité. En effet, avant 1962, il existe encore 8 compagnies d'électricité qui sont des compagnies d'électricité privées. Vous voyez sur la carte du Québec. Le problème, c'est que la plupart du temps, les tarifs sont assez chers, puis les citoyens payent très cher des services qui sont de moindre qualité. Ils ne peuvent pas vraiment aller ailleurs parce que à Montréal, il y a juste une compagnie d'électricité. Donc les tarifs élevés, services pas très bons. En 1944, sous le gouvernement d'Adela Godbout, on avait créé une première société d'État qui s'appelle Hydro-Québec. Mais honnêtement, Hydro-Québec, elle est minuscule en 1944. Elle a juste 4 centrales, donc elle ne sert pas à grand-chose. Il y a très peu de monde qui bénéficie des services d'Hydro-Québec. En 1962, ce qu'on envisage, c'est de racheter toutes les compagnies d'électricité privées et de les remplacer sous la bannière d'Hydro-Québec. Donc Hydro-Québec, créé en 1944, qui avait seulement 4 centrales, se retrouverait en 1962, si ça passe aux élections, avec toutes les centrales du Québec qui auraient été rachetées auprès des entreprises privées. Le slogan qui va défendre cette idée-là, c'est « Mettre chez nous ». Ça va devenir vraiment un slogan emblématique de la Révolution tranquille. L'idée, c'est que si on fait notre propre énergie, ça va pouvoir aussi créer de la richesse, ça va pouvoir développer des entreprises du Québec, ça va pouvoir aussi offrir de meilleurs services aux usagers du Québec, aux Québécois, qui paieront l'électricité moins cher. Ça passe. Et effectivement, en 1962, une fois encore, avec le slogan « Mettre chez nous », le parti de Jean Lesage gagne les élections. Donc, on va de l'avant avec le projet de nationalisation de l'électricité. Vous retenez bien ce terme, 1962, nationalisation de l'électricité. Celui qui est chargé de mettre en place ce projet, c'est René Lévesque, qui est ministre des Richesses naturelles depuis 1961 et qui est reconduit à son poste avec la nouvelle élection de 62. En 1962, on rachète donc toutes les entreprises privées, on le nationalise et on les intègre, toutes ces centrales, dans la société d'Hydro-Québec, qui est une société d'État. Les projets sont extrêmement ambitieux. En 1963, on va notamment se concentrer sur la rivière Manicouagan, c'est celle qui est un peu au nord de Bécomo. Sous Duplessis, on avait déjà créé une première centrale, qui est Manic 1, mais là,
Le gouvernement de Jean Lesage, avec la nouvelle Hydro-Québec et la nationalisation de l'électricité, veut faire surtout 2 barrages sur la Manicouagan, Manic 2, vous voyez que c'est un peu plus au nord, et surtout Manic 5, qui est le grand barrage emblématique de la Révolution tranquille. Il sera fini en 1968, il est commencé en 1963. C'est encore aujourd'hui le plus grand barrage hydroélectrique à arche au monde. Et notamment, le barrage est tellement grand, tellement incroyable, qu'il va mettre en relief, avec son inondation, l'inondation du lac de retenue, ce cratère ancien qui va être surnommé ensuite l'œil du Québec.